Jake Dion, bonjour. Salut Jean-Dom. Comment vas-tu? Ben, c'est comme l'événement où c'est qu'on se fait le plus dorloter là, après vous. Là. Fait que c'est tout le temps vraiment le fun d'être ici. On se sent comme choyé. On se sent comme des rockstars qui sont invités dans le sud, genre. Auteur qu'on peut maintenant dire prolifique, quand même. Tu es très, très occupé, Jake. Et ces dernières années, tu as été très productif. Dans un premier temps, on a découvert Jake à travers des univers partagés. Hein? Ouais. Avec notamment pour Amos d'Aragon, pour Jardin Mécanique, pour Turbo Kid. Turbo Kid, voilà. Et tout à coup, il y a 2 ans, ou c'est l'année passée, tu as publié ton premier album solo, Yes. Chanson Noire. Alors, question quiz. Pourquoi as-tu mis tant de temps pour en arriver à signer un premier album solo? J'ai une réponse courte et une réponse longue. Je vais y aller pour la longue et je vais rajouter des détails. Fait que, Excellent. dans le fond, moi, je suis un décrocheur scolaire. J'ai pas mon secondaire 5. J'ai lâché l'école en secondaire 4, fait que j'ai pas mon secondaire 4 non plus. Puis ça, veux pas, ça m'a créé comme une espèce d'insécurité côté écriture, parce que j'étais comme, ben là, je suis juste capable de faire des dessins. Puis c'est à force de travailler avec des scénaristes que, tu sais, les gens me disaient, tu sais, comme, mettons, Turbo Kid, on l'a fait à la Marvel Method. Ça, ce que ça veut dire, c'est que les scénaristes écrivent juste un outline très simple, point par point, qu'est-ce qui arrive dans l'histoire. Moi, je me tape toute la BD, eux rajoutent les dialogues par après. Fait qu'il y a une forme d'écriture là-dedans. Même si c'est juste du visuel, c'est pas des mots, c'est pas de la prose, ça reste du storytelling, tu sais. Et c'est quand que j'ai travaillé avec Patrick Sénécal sur Alice. En fait, on a eu un peu de problème à travailler le scénario parce que c'est lui-même qui a adapté son roman en scénario de BD, mais c'était vraiment trop long. J'étais rendu à la page 100 de mon découpage, puis là, je check le script, puis on était à la page 25 sur 160. T'sais. Fait que là, j'étais comme, on peut pas faire ces 160 pages-là comme ça, faut couper. Puis à chaque fois qu'on avait des discussions ensemble, il était comme, ben oui, je vais couper, mais Patrick, c'est la première fois qu'il écrivait de la BD comme ça. Fait que, tu sais, il coupait à des places que ça faisait pas vraiment de sens. Tu sais, mettons, dans une bulle, dans un phylactère, il enlevait une phrase. Mais si le phylactère reste là, ça rend pas la BD plus courte. Là. Le phylactère reste là quand même. Exact. Puis, s'en est suivi un travail de 4 mois de couper cette section-là. Mais là, plus tard, on parle de cette affaire-là. Fait que là, est-ce que j'enlève ça aussi? Puis là, finalement, si j'enlève les deux, là, plus tard, on comprendra pas. Il manque un build-up. Fait que rajoute cette phrase-là, mais finalement, tu sais, puis c'est un gros travail éditorial, tu sais. Puis à la fin de ces 4 mois-là, quand j'ai présenté le truc à Patrick, il m'a fait le plus beau compliment que j'ai jamais eu de ma vie. Il m'a dit, ben là, Jake, tu m'avais dit que tu avais coupé beaucoup. Ben, j'ai coupé à peu près 60 pages de son script. Tu m'avais dit que tu avais coupé beaucoup, mais finalement, tu n'as rien coupé. Fait que là, quand j'ai su ça, j'ai fait « Ah, OK, j'ai bien fait ma job. » Oui, parce que l'essence du récit, lui, est intacte. Exact, c'est ça. Fait que, tu sais, je suis allé à la salle de bain, je pleurais de joie, je suis revenu, les yeux secs, j'ai fait « C'est bon, on peut travailler. » Puis, dans le fond, c'était tout ce processus-là qui m'a mis en confiance, parce que là, j'étais comme « Ben, si je suis capable d'éditer Patrick Sénécal, ben sûrement je suis capable de méditer aussi, tu sais. » Puis, parallèlement à ça, je me suis fait une nouvelle blonde qui est quelque part, là, je sais pas trop où. Puis, elle écrit aussi. Elle écrit pour du théâtre. Oui, qui est un autre médium, mais qui est quand même un médium, je considère, là, peut-être que... Mais ça fait longtemps, ça fait plus de 20 ans que je dis ça, que pour moi, le médium qui est le plus près de la bande dessinée, c'est le théâtre. Ouais, ben, tu sais, écoute... Dans l'écriture, entre autres. Ouais, peut-être, c'est vrai, t'as raison. Les un vocations. scénario de BD, ça ressemble beaucoup à une pièce de théâtre, mais ouais, c'est ça. Fait que ça m'a donné un outil aussi de
c'était même pas le fait que j'avais du feedback tant que ça, mais c'était surtout au niveau du processus. Fait que là, à un moment donné, je me rappelle que on gardait la maison des amis en campagne, puis là, j'étais vraiment dedans, là. J'étais en train de... Puis là, je dis à ma blonde, « Hey, c'est weird parce que, tu sais, je m'étais fait tout un plan, mais là, j'étais en train de l'écrire, puis ça s'en va complètement ailleurs, tu sais. » Et là, elle m'a mis la main sur la tête comme un petit poppy cute en disant genre « Ah, c'est beau, t'es en train d'apprendre à écrire. » Parce que le processus de l'écriture, c'est ça, dans le fond, tu sais. C'est que, oui, t'as un plan, mais pas dans le sens du cliché, genre les personnages prennent vie puis ils s'écrivent tout seuls, mais c'est qu'il y a des suites logiques puis des trucs qui s'emboîtent puis des trucs de timing que là, tu fais que c'est là que ça va se passer. Puis finalement... J'ai un peu fait la même technique qu'avec Alice, c'est-à-dire que j'ai beaucoup écrit, puis après ça, j'ai coupé. Ah oui? Après ça, j'ai choppé. Mais ça aussi, étonnamment, c'est un procédé qu'on utilise au théâtre en création. C'est un peu plus difficile dans le théâtre classique alexandrin, parce que là, il faut que ça rime. Mais on s'entend que tout se coupe. C'est un extrait d'ailleurs, genre. Non, merci. Mais moi, j'ai travaillé avec Denise Filiatro. J'ai été dirigé par Denise Filiatro au théâtre, et la première affaire qu'elle a dit, c'est « Ah ouais, on coupe. » Puis en fait, il ne faut pas avoir d'ego par rapport à ça. Ouais. Parce que c'est ça. Au final, on vise le meilleur récit possible, la meilleure histoire possible à raconter. Ouais, exact. Mais quand même, le fait de fréquenter Patrick Sénécal, qui vend un peu de romans, on peut dire que... Ça va bien, ça va bien, ces affaires. Hein? J'imagine que c'est ça, en fait, l'école. Tu sais, t'apprends... Ouais. On apprend son métier en le pratiquant. Mm-hmm. Et en côtoyant des gens issus de différents univers et de côtoyer un gars comme Patrick Sénécal. Oui, ben c'est ça, tu sais, sans dire que, tu sais, il m'a pas mentoré dans le sens, j'ai pas fait lire mon scénario, je l'ai fait lire à une couple d'amis, par contre, qui m'ont donné du super bon feedback, mais j'étais quand même super nerveux quand j'ai offert la BD, parce que là, j'étais comme, mettons qu'il aime pas ça. Puis, ben, je suis content parce qu'il a bien aimé ça. Ce qu'il me dit. Non, mais pour vrai, je pense qu'il aimait ça pour vrai parce qu'il m'a posé des questions très précises. Ça, souvent, ça veut dire qu'il y a un intérêt. Là. Fait oui, que... il l'a quand même aussi bien défendu dans les médias. Là. On sentait vraiment que c'était pas fabriqué, là, qu'il était très heureux. Mais donc, fort de tout ce travail-là, là, tout à coup, quand tu es arrivé en création solo, là, tu as appliqué tous ces acquis-là. Mais là, de travailler seul, est-ce que le vertige est le même que de travailler, par exemple, avec un auteur établi comme Patrick Sénécal? Ben, c'est ça qui est hot. C'est que vu que Patrick faisait la BD avec moi, ça m'a comme enlevé le stress de qu'est-ce que les gens vont en penser parce que l'auteur, il me backait. Ouais. Fait que j'étais pas stressé pour la sortie d'Alice. Évidemment, je savais pas si ça allait vendre bien ou non. Ça, c'est tout le temps un petit stress. Pour Chanson Noire, le stress était dans le tapis parce que là, c'est le syndrome de l'imposteur qui embarque, tu sais. Puis là, tu fais que... Puis là, je lisais les premières... Je m'imaginais ta première critique. Jake Dion devrait s'en tenir au dessin. Il pense qu'il est un scénariste, mais il n'est pas rendu là. Puis finalement, tu m'avais fait une super belle critique que je me rappelle encore. Puis merci encore pour ça. J'ai poursu le paiement toujours. Non, bien, c'est ça. Ça s'en vient, là. J'avais oublié de t'envoyer mes numéros de taxes, je pense. C'est ça. On avait dit 10 Oui, hein, c'est ça. Avec taxes. Ouais. Mais en fait, moi, j'ai beaucoup aimé ton travail. D'autant plus que... et ça, c'est très intéressant, Jake Dion, parce que tu es un des rares auteurs au Québec, en tout cas au niveau contemporain, à vraiment embrasser le genre. T'sais, l'horreur en bande dessinée, au Québec, il y en a eu avant toi, évidemment. Il y en aura peut-être après toi si on n'est pas inondé ou si on brûle pas, mais tout ça pour dire que tu es quand même un des rares artistes au Québec à embrasser ce genre-là. Est-ce que tu te sens seul? Non, pas en tout. Pas en tout, parce que, tu sais, moi, j'aime ça, premièrement. Ouais. Je trouve ça cool. Et il y a un lectorat pour ça, hein? Ouais. Ouais. Ben, justement, le succès de Patrick, en général, en est la preuve. Puis, tu sais, au Québec, on tripe sur l'horreur, là. Tu as juste allé dans n'importe quelle party, tout le monde parle de séries de true crime ou de, tu sais...
Je veux dire, les gens aiment ça. Il y a plein de festivals de films d'horreur. Je pense à Space, je pense à Ouais. Fantasia. Tu sais, les gens sont au rendez-vous. Mais en même temps, le genre, c'est difficile au Québec. Souvenons-nous du film de Loup-garou qui avait été fait au milieu des années 2000 là, avec Ouais, Guillaume Lemaitre-Vierge. Guillaume Lemaitre-Vierge, qui avait été un flop monumental. Puis ça, c'est dommage parce que les gens du milieu se sont dit, bon, on va payer pour ça pendant 10-15 ans. Ouais. Avant qu'il y ait... Ben, il y a Robin Aubert, quand même, qui fait... Avec Les Affamés, ça a bien marché, ça, quand même. Oui, quand même. Puis, mais je pense que justement, le problème, j'ai pas vu le film de Loup-garou qu'on parle, mais le problème est souvent sur la réticence des producteurs. Tandis que le film de Robin Aubert, tu sens que c'était sa vision d'auteur. Tu sais. S'il y a eu des compromis, ils paraissent pas beaucoup. Tu sais. Puis c'est le gros feedback qu'on se fait dire, Patrick et moi, pour Alice, c'est vous avez décidé de pas vous censurer. Tu sais. Il n'y a rien qui est censuré dans BD. La seule censure, c'est par principe moral. Tu sais. C'est par... pour pas que ça soit... Pour pas qu'on tombe dans l'exploitation, puis, tu sais, dans ce sens-là. Mais il y a la nudité, il y a des... Tu sais, il y a du gore, il y a, tu sais, tout est là. Tu sais. Fait que ça, je pense, ça se sent pour les fans d'horreur quand que une vision est compromise, puis que là, OK, on va suggérer. Des fois, c'est bien de suggérer, côté storytelling, des fois, c'est la meilleure décision. Mais des fois, on veut aussi, on veut voir les crapauds. Ben, c'est une question, oui, mais c'est vrai, mais c'est une question de dosage aussi, justement. Ouais. Parce que, quand même, la bande dessinée, c'est un art de l'évocation. Encore une fois, moi, je trouve comme le théâtre. Ouais. Quoique la bande dessinée est beaucoup moins, techniquement, est beaucoup moins, comment je pourrais dire, beaucoup moins limitée que le théâtre. Hein. Le théâtre, c'est limité pour plusieurs raisons techniques, monétaires, tout ça. Exact. Alors que la bande dessinée, c'est dans la mesure de ce que l'auteur, l'autrice a envie et est capable de donner. Ouais. Puis, tu sais, ce qui définit vraiment le médium de la BD, quand on le compare au cinéma, au théâtre, à la littérature, c'est vraiment le sens du rythme. Ouais. Parce que le sens du rythme, il est partagé. C'est le lecteur qui décide un peu du rythme, tu sais. On pourrait dire la même chose en littérature, dans le sens qu'il y a des gens qui lisent plus vite que d'autres, mais techniquement, il faut quand même que tu lises les mots sur la page. Tandis qu'une BD, tu peux avoir 10 pages muettes, puis quelqu'un peut décider de les switcher de même. Puis ça, c'est le fun. Quand tu travailles un an de temps sur une BD, puis quelqu'un te dit « Hey, écoute, je l'ai dévoré, je l'ai lu en 15 minutes. » Ça, là, c'est le fun. Ben, Alors, relis-la encore. Et ça, je vais prendre un peu l'analogie du vin. Hein. Il y a des gens qui et puis là, je dis ça, je bois même pas de vin, mais il y a des gens qui prennent le temps de déguster du vin et il y a des gens qui sifflent le vin. Hein. Une bande dessinée, c'est pareil. Si on prend 15 minutes pour lire, effectivement, un an de travail, a-t-on vraiment lu la bande dessinée? On l'a regardé. On l'a regardé, furtivement. Mais, Exact. Et on sent d'ailleurs beaucoup dans ton travail, Jake, on sent deux choses. On sent ta passion pour le médium. Moi, il m'apparaît clair que quand je lis un album de Jake Dion, en le lisant, je le sens que tu es un lecteur de bande dessinée. Et on sent aussi certaines influences. Tu sais, moi, évidemment, je sens chez vous des influences américaines. Tu sais, pour moi, là, Arkham Asylum de Grant Morrison et de Dave McKean, pour moi, ça m'apparaît clair. Si vous n'avez pas lu ça... Moi, ça, c'est mon 2001 Odyssée de l'espace. Ah oui, hein? C'est Bon. celle qui est au top. Là. Ben, pour moi, il m'apparaît clair que c'est une source d'inspiration, en tout cas. Ouais. Chez Ben, merci. vous. Dans quelle mesure c'est important pour toi, comme auteur de bande dessinée, d'en consommer de la bande dessinée, d'en lire? Ben, tout le monde est différent. Là. J'ai déjà travaillé en jeu vidéo puis j'étais entouré de gens qui gamaient pas, là, qui travaillaient dans la même compagnie que moi. Ouais. Je sais qu'il y a plein d'auteurs qui lisent pas de BD puis qui en font. Puis ça peut être bon aussi parce que ça te donne justement un avantage de pas être pris dans la structure des règles. Mais moi, c'est juste parce que je trippe. J'aime ça. Fait que je sais pas à quel point c'est important, mais moi, c'est dans mon processus de travail. T'es jamais venu chez nous, hein? Non. J'ai comme mon bureau, il est un peu épeurant. Là. Il y a comme 16 bibliothèques, là, puis
pleine, puis il y a des livres qui tiennent des livres. Puis, OK. tu sais, ça ressemble un peu à un Madhouse. Un peu comme Guillermo del Toro. Ouais, j'ai un peu ça. Moins les statues de Frankenstein et de Lovecraft, là, mais son bureau, là où il écrit, là, pas sa maison où il y a ses... Ouais, c'est ça. C'est un peu pêle-mêle. Ouais. Puis c'est que sur ma table à dessin, j'ai tout le temps genre 8 BD d'ouvertes avec... Mes BD sont toutes maganées, là. J'ai pas le fétichiste du livre propre, là. Fait que sont toutes... Tu sais, il y a une tasse à café sur une qui tient la page de l'autre. Là, je viens de finir ma prochaine BD, Skate Park, qui sort en novembre. Puis la grosse inspiration visuelle de tout ça, c'est Akira. Fait que là, tu sais, tous les gros bottins là, en papier journal d'Akira, il y a plein de taches de café dessus, puis ils sont toutes ouvertes. Là. Je les ai rangées hier. J'étais comme, OK, celle-là est maganée. Là. Va peut-être falloir que je m'en rachète une. Mais d'ailleurs, c'est intéressant que tu parles d'Akira parce que je trouve aussi que dans ton travail, au niveau du rythme, au niveau de ta manière de découper tes planches, il y a aussi une inspiration manga. Est-ce que tu es un lecteur assidu de manga? Ben oui, moi, ça fait comme partie de mon ADN un peu. Là, depuis, en fait, les 3 piliers, là, c'était Gottlieb, quand j'étais tout jeune. Ouais. Ensuite, c'était Frank Miller, quand j'étais encore beaucoup trop jeune. J'ai lu Dark Knight Returns, je pense que j'avais 12-13 ans, je comprenais rien. Wow. Mais je comprenais une affaire, puis c'était comme, c'est comme Batman, mais pour adultes. C'est Wow. ça, je comprenais ça. Puis j'aimais aussi plein de petites cases qui répètent le même mouvement, qui donnent une espèce d'effet ralenti. Et le 3e, c'est Dragon Ball. Trouvé dans une pharmacie en pleine campagne d'un bois franc. Puis j'ai lu ça, puis là, ça a comme tout éclaté le concept de la narration. Là. Comment que c'était majoritairement silencieux, mais ça se lisait comme un film de kung-fu. C'était tchac, 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 puis tu sentais les mouvements, puis l'anticipation. Puis... Fait que ça, c'est les 3 piliers, mais après ça, évidemment, ça l'a éclos. Mais tu sais, en même temps, ça dépend des projets. Tu sais, tu regardes quelque chose comme Jardin mécanique, je sais pas s'il y a une influence manga tant que ça. T'sais. Contrairement à Skate Park, que je pense qu'il va être vraiment le projet qui est le plus près d'un manga, ça va être... Ben, Jardin mécanique, je trouve quand même au niveau du découpage, c'est sûr que c'est moins axé sur l'action. Là, Dragon Ball, un album, c'est un combat de 5 minutes qui dure 200 pages. Là. Ouais. Mais même, tu sais, je pense à des trucs comme Lone Wolf and Cub, où c'est des fois des longs moments contemplatifs où une feuille d'arbre va tomber dans une rivière, puis on va la suivre pendant des pages et des pages, puis finalement, la feuille va arriver, genre, atterrir sur une roche, puis là, on va voir le pied du héros, puis là, on tourne la page, puis là, on voit le héros, tu sais. C'est pas juste dans l'action, c'est vraiment dans prendre le temps de servir le rythme, là, tu sais. Ben, parlons-en de Skate Park, ton album qui paraît chez Glénat Québec. Pas du tout, c'est chez Front Froid. Chez Front Froid, excusez-moi. Ben, excuse-toi pas, tu le savais pas. Ben, c'est pas si grave. tu me pardonnes, je suis correct. Alors, oui, donc chez Front Froid, parle-nous de cet album-là, parce que moi, j'ai été très étonné. J'ai vu ça passer dans mon actualité de chroniqueur. J'ai fait, mon Dieu, OK. Déjà un autre album de Jake Dion. Ouais, ça va être mon 2e cette année. Fait que t'as le recueil de Turbo Kid qui est paru cet été, où c'est toutes les BD de Turbo Kid qu'on a faites, plus 3 nouvelles histoires. Oui, c'est ça, il y a de l'inédit dans... Exact. Il y a 3 album. nouvelles histoires, 2 courtes qui avaient paru dans les éditions américaines, et une longue qui est l'histoire qui va paraître dans le jeu vidéo. Parce qu'il va y avoir un jeu vidéo de Turbo Kid, et ils m'ont demandé, on aimerait ça que le héros il ramasse des pages de BD, puis que ça fasse une histoire complète. Fait que c'est une histoire d'une 30aine de pages qui est là-dedans. Donc là, ton background de jeu vidéo, ton métier d'auteur de bande dessinée, tout est dans tout, hein? Ben oui, c'est... Puis pour vrai, c'est super hot parce que c'est Outer Minds qui m'ont demandé de participer. Fait que c'était comme un super bel honneur, là, ouais. Puis, ben c'est ça. En novembre prochain, c'est Skate Park qui va sortir. Puis Skate Park, ça a été... C'est un gros projet. C'est Dominique Carrier qui a scénarisé ça en 2007. Donc, avant que Turbo Kid soit créé. Puis c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de parallèles à faire avec Turbo Kid. C'est post-apo, mais si Turbo Kid, c'est du pop, Skate Park, c'est du punk.
Ah bon? Fait que c'est plus sale, c'est plus méchant. C'est plus dérangeant. Puis c'est une BD qui est aussi colorisée par Charlotte Soucy. C'est la première fois que je travaille avec quelqu'un d'autre. Fait qu'on est comme 3 sur ce projet-là, puis c'est magnifique. Là, on est en train de terminer là, dans les jours présents. Là. Et ça, c'est combien de pages? 270 couleurs. Ouais. God. Ça va être un format un peu plus petit, justement, qui se rapproche un peu du manga. Dominique Carrier puis moi, dans le fond, on avait fait plein de courtes histoires dans des recueils et on avait fait des fanzines, dont un qui avait été nommé meilleur fanzine au prix Bédélis. Puis, on a tout le temps resté là dans les fanzines, les trucs. Puis, Skatepark était supposé être un fanzine. Puis finalement, je prenais tellement de temps à le faire. Puis là, Jardin mécanique est arrivé. Puis là, tu sais, fait que ça fait depuis 2011, en fait, que je travaille là-dessus. Mais, tu sais, avec des gros breaks, là. Tu sais, quand Alice est arrivé, bien, j'ai arrêté pendant 2 ans. Puis, fait que là, on a... Après, justement, la Turbo Kid, on a donné un push. Puis là, ça a été beaucoup de job, mais j'ai bien hâte que le monde lise ça. Ça va être assez excitant. Fait que l'histoire, en gros, c'est 2 gangs de filles qui se font jeter dans une ville en ruine. On ne sait pas pourquoi. On comprend qu'il y a un dôme quelque part où il y a une ville civilisée. Mais ces filles-là sont laissées à eux-mêmes, c'est des jeunes adolescentes, et ils se font leur propre société, puis comment ils règlent leurs conflits, leurs guerres, c'est qu'ils se font des courses de skate contre rollerblade, mais à la vie, à la mort. Fait que c'est très sérieux, là. C'est pas le fun, yeah! Puis ils ont leur propre code d'honneur là-dedans, ils ont leur propre système de valeurs, leur propre hiérarchie. Et ben, si vous connaissez l'écriture de Dom Carrier, c'est que on est autant dans l'introspection que dans l'action pure. Fait qu'il y a des longs moments contemplatifs où on fait juste se promener dans la ville en ruine, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville-là. Y a-t-il une guerre? On voit qu'il y a des morceaux de méca, des morceaux de robots géants un peu partout, pendant que ces filles-là, tu sais, sont juste en train de se promener dans la ville. Fait que c'est ça. Ça me fait penser au niveau de l'ambiance à certains films des années 80, post-apocalyptiques, de science-fictionish. Ouais. Je ne sais pas c'est de où l'inspiration de Doom est venue. Mais c'est sûr que... C'est pour ça que je dis on fait beaucoup de parallèles avec Turbo Kid parce qu'il y a eu un boom des années 80. Puis on se rappelle, Turbo Kid est sorti avant Stranger Things. Ben, bien avant, en fait. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, tout le synthwave, là, Turbo Kid l'avait avant, là. Ouais. On peut-tu lui dire de genre jaser ailleurs? Ben... ben, c'est pas pour être méchant. Juste pour te 3 minutes. C'est juste parce qu'on est en train de faire une entrevue. Puis que je vous voyais pas venir... Non, ben, c'est pas ça. Non, mais vous voyez où il y a des autos, là, juste jaser dans ce coin-là, c'est parfait. Et j'ai senti le goût du sang, Jake. C'est ça que ça fait. Ça ferait tellement de bonnes BD. De moi qui dis à une famille d'aller jouer dans le trafic. Non, évidemment, ça, c'est... J'imagine que c'est le truc que tous les auteurs de bande On peut-tu garder cet extrait-là dans le... Yes. Excuse-moi, Jean. Non, mais tu sais, de se faire dire « Hey, moi, j'ai une idée là, pour une BD, ça ferait une bonne BD. Ah oui, hein? Ça, c'est le fun, ça, faire dire ça. C'est-tu plaisant? Ça doit, hein? Ah, c'est le fun. Ouais. Parce que là, il faut terminer l'entrevue, il reste que 3 minutes. Qu'est-ce qu'on te souhaite après Skatepark? Quels sont tes prochains projets? OK. Ben toi, tu me connais, fait que tu sais que... Oui, mais se connaît-on vraiment? Ah, c'est vrai, ça. Qui sommes-nous, en fait? Voilà. Hein? Est-ce qu'on se connaît soi-même? On le sait pas. Je sais pas. Ben, j'ai 2 affaires. C'est qu'à la fin de l'année, je fais 2 pitchs. J'en fais un pour Glénat Québec, qui serait la suite spirituelle de Chansons Noires, qui s'appellerait probablement La Maison Jaune. Puis oui, c'est voulu qu'il y ait tout le temps de couleur, parce qu'idéalement, ce serait une trilogie qui finirait avec La Ville Rouge. J'ai déjà tout un plan, là. Okay.
Mais tu sais, c'est quoi l'écriture? Hein? Même si c'est un plan, des fois, le scénario part. Ben oui, en fait, un plan, c'est juste pour ne plus le respecter après. Exact. Ouais. Fait que ça, c'est à la fin de l'année. J'ai aucune idée s'ils vont accepter. Je sais qu'on a beaucoup aimé travailler ensemble, mais je sais aussi que les maisons d'édition, ils font pas juste checker si la personne est sympathique ou non. Ils regardent aussi les ventes. Fait que ça, j'ai hâte de voir. Je le pitch à la fin de l'année. Et sinon, ben, pour ça, je te disais, tu me connais, tu sais que je caresse le fantasme de Image Comics depuis que je suis tout jeune. Fait que j'ai projet aussi de faire un pitch aux Américains. Et c'est terrifiant. Ah bon? Ben c'est terrifiant parce que je sais pas comment accepter le rejet d'un éditeur comme ça. Je sais que c'est pas supposé être un big deal, puis t'es juste supposé resoumettre, puis resoumettre, puis resoumettre jusqu'à temps que... Mais j'ai pas 19 ans, tu sais, j'ai pas 22, j'ai 41. Fait que je ne sais pas comment je serais capable d'accepter le rejet d'un projet que... Fait que c'est ça. Fait que je me dis que si je me fais rejeter, je veux quand même faire le projet parce que c'est un projet que j'ai en tête depuis longtemps. C'est du cyberpunk, mais pas cyberpunk comme le jeu vidéo, là. Pas cyberclubbing, là. Ouais. Cyberpunk comme Tetsuo the Iron Man, là, ou comme justement plus proche de Akira, là. Du cyberpunk sale, là, qui fait mal, qui est infecté, là. Le tuyau, il est pogné, puis... Faut que tu tires ça, puis ça fait de la boîte noire, là. Ouais. Ce cyberpunk-là. Fait que c'est ça que tu peux me souhaiter. C'est Ben, que ces deux projets-là. On va te souhaiter ça, fonctionnent. mais la beauté de la chose, puis tu l'as dit, tu sais, quand on a 19-20 ans puis qu'on pitch des projets à des éditeurs, 10 fois sur 10, on risque d'être refusé. Mais quand tout à coup on a une maturité d'auteur et quand on a aussi un corpus, tout à coup, quand même, moi, je vois là beaucoup plus de chances favorables. C'est ce On que je croise te les souhaite. doigts. C'est ce que je te souhaite. Puis de toute façon, des éditeurs américains qui... Oui, il y a Image, mais il y a quand même d'autres structures éditoriales indépendantes aussi. Ouais. Mais c'est sûr qu'Image... Image, c'est pour le trip personnel. Ben oui. Tu sais, c'est pour le Jake Dion jeune, hein, que Exact. alors tu montes dans une machine à voyager dans le temps et tu retournes voir le Jake Dion qui lisait Rob Liefeld des Youngblood. Oui. Et tu lui dis, hey, quand tu vas être grand, tu vas faire des comics chez Image. C'est ça, exact. Ouais. C'est pour ça. Ben écoute, je te souhaite de trouver la voiture à voyager dans le temps. Oui. Et je te souhaite surtout le mot de Cambronne, en fait, pour ce pitch-là. Et pour ton album Skate Park qui va paraître à la fin de l'automne. Yes. Et pour tous tes autres projets. On peut aussi... t'es toujours des Mystérieux Étonnants. Oui. Alors Exact. on peut t'écouter au balado des Mystérieux Étonnants. Là, j'ai pris un petit break parce que justement, j'étais en gros rush de... Mais je vais revenir, là, éventuellement. Ben merci, Ben, Jake Jean-Jean. Dion, merci à beaucoup. toi. Puis merci aussi au festival de Prévost. Là. On se fait tout le temps super bien accueillir. Puis c'est super sympathique d'être ici. C'est vraiment le fun. Fait que merci. Puis là, t'as ta robe de chambre pour le spa qui t'attend avec ton nom derrière dans le dos. Je Jake l'ai Dion. commandé, mais elle n'est pas arrivé encore. Je veux une robe de chambre avec des requins. Bon, ben, écoute, Jake, merci beaucoup et puis, ben, bon festival. Yes. Merci à toi.